Bienvenue, mesdames et messieurs. Merci énormément de faire confiance à TCCR, de venir encore une fois écouter les épisodes. Si t'es nouveau, fucking welcome, dude. Welcome, do that. Dude and do that. Merci énormément d'être là. Aujourd'hui, podcast avec Pat Côté. Pat Côté, c'est un combattant de la MMA. Dans le fond, lui, il a fait du combat ultime. Ce gars-là, c'est un péteux de gueule professionnel. Il est un AEC en pétage de gueule, ce gars-là, OK? Tellement content de l'avoir sur le podcast. Je suis personnellement un genre de fan secret de ce sport-là, même si ça me terrifie complètement. Fait que beaucoup de questions dans le podcast, beaucoup de trucs que je comprends pas et que Pat m'a répondu. C'est un gars tellement sympathique, honnêtement, ça m'a fait capoter. C'est un gars qui fait de tout en plus. Là, après ça, il s'est embarqué dans plein de projets. Fait que c'est super intéressant comme podcast, la gang. Donnez-moi une petite critics. Donnez-moi des petites critics une fois de temps en temps, là, me dire qu'est-ce que vous en pensez, comment vous trouvez ça, même si c'est des critiques négatives, même si sont constructives, je vais les prendre. Mais enjoy la gang, pour vrai, triper. Ça a été une belle discussion. Donc, encore une fois, je vais mettre sur Apple Apple Balado, Apple Podcast. Laisse un review, un petit 5 étoiles. Laissez savoir aux gens que crime, c'est le fun, puis on est là. Je vais mettre sur Patreon. Merci énormément de supporter le podcast. C'est tellement apprécié d'encourager le local et d'encourager les jeunes humoristes qui mangent du pain à tous les repas maintenant depuis un bout. Fait que merci énormément tout le monde. Ça me fait triper de faire ce projet-là puis de voir qu'il y a des gens qui m'encouragent et qui me poussent à continuer parce que sans vous, le podcast n'existe pas. C'est juste moi devant ma caméra et je suis seul et je me parle avec des invités. Fait que c'est comme si vous n'étiez pas là puis qu'à un moment donné, je meurs, ben il y a quelqu'un quelque part va trouver un téléphone avec plein de vidéos de lui qui parle avec des gens puis il se parle tout seul. Fait que ça serait vraiment weird, tu comprends? Fait qu'une chance, vous êtes là pour prouver que non, c'est un travail, cette affaire-là, puis c'est le fun, puis c'est un art, puis c'est débile. Ça me rend complètement heureux. Donc, merci énormément. Si jamais tu es sur d'autres plateformes de diffusion de podcasts, je t'invite à sonner la petite cloche, à mettre une notification, savoir quand est-ce que je poste, parce que tu vas l'avoir directement sur ton téléphone. Tu vas penser que c'est un texto. Tu vas dire tabarnane, OK, j'ai un texto yes qui veut me parler. Puis là, tu vois, tu sais, serré, poster un autre épisode avec Patrick Côté. Puis là, tu fais ah, OK, cool, super le fun. Donc, c'est pas un texto, mais t'es comme Chris Cool, on me parle. Tu comprends ce que je veux dire? Si jamais t'es sur YouTube, laisse un petit commentaire pour l'algorithme, tout le monde, c'est tout le temps important. Je sais qu'il y a des gens qui ne comprennent pas c'est quoi, sont comme c'est quoi ça l'algorithme, c'est pas compliqué. C'est que plus les gens commentent, plus ça met du trafic un peu sur la vidéo et ça pousse la vidéo vers des gens qui vont voir la vidéo et ainsi de suite. Ça déboule, la gang, ça déboule. C'est un tabarnak de volcan, man. C'est fou. C'est incroyable. Donc, laissez un petit commentaire. Merci énormément à tout le monde qui écoute le podcast rapidement. Je le dis en intro, mais je le répète beaucoup en outro. Quand que je finis les podcasts, je parle tout le temps après. Et merci énormément d'être là, la gang. C'est un projet qui me tient tellement à cœur. J'adore énormément faire ça. C'est pour ça que je vous dis, laisse-moi tes critiques, laisse-moi savoir ce que tu en penses. Si jamais tu as des idées pour moi, si jamais tu as envie de me dire qu'est-ce que tu n'as pas aimé, qu'est-ce que tu n'importe quoi, dis-moi-les. Ça va me faire plaisir, mais surtout, je vous souhaite un excellent épisode avec Mr. Patrick Côté. Confident. Quoi? Je prenais du café bien gros avant. Puis à ce temps, je prends du café peut-être 1 ou 2 fois par semaine parce que le style d'haleine de café dans le masque, ça me tombe l'heure, man. Est-ce que oui, hein? Ça va, quand toutes les fois que j'arrive à quelque part, je me traîne tout le temps des menthes ou des affaires de même, mais sinon, c'est la principale raison pourquoi j'ai arrêté de boire du café à tout matin. Ah, c'est tellement drôle comme raison. C'est fou. Moi, pour vrai, tu me donnes un masque que je peux puer de la gueule dedans sans que personne le sait, je le prends puis je prends mon café. Ça, c'est sûr à 100%. Ah, ben, ça me fait rire. Je suis content que tu sois sur mon podcast, Pat. Merci tellement de venir. Merci de m'inviter. C'est super gentil. Mais ça fait plaisir. Je suis content qu'on ait trouvé un moment sans que tes enfants soient dans le portrait, Chris. Si tu fais des enfants avec Chris, t'as jamais à peine. Ben non, c'est ça. Mais t'as combien d'enfants que t'as, toi? J'en ai 2. T'as 2 enfants? Sont-tu quand même jeunes ou? Ouais, ma fille a 5 ans, mon gars, il a 1 an et demi. Oh, Chris, OK. Fait que quand même, là, on est dans le... sont assez jeunes, là, ça bardasse, là.
C'est ça, on est là. Mais c'est Ok. correct, c'est le fun. Ah, that's it. Je suis content pour toi. Ils sont-tu quand même assez semblables à toi quand tu étais jeune, des kids? Ou tu vois-tu des ressemblances à date de. Ouais, écoute, Asti, je me souviens pas quand j'avais 1 an et demi pour mon gars, mais non, ma fille, tu sais, moi j'ai élevé ma fille un peu comme un gars. Tu sais, elle fait Ok. rough, là, tu sais. Moi, Fais-tu le rough? ouais, j'ai pas beaucoup. Je sais pas, c'est peut-être à cause que j'ai fait dans la vie, mais j'ai pas beaucoup d'empathie moi, sur le monde qui se plaigne ou de quoi de même. Puis c'est sur mes enfants aussi. Fait que, tu sais, mon gars, il court dehors, puis il tombe à terre, je regarde, s'il saigne pas ou il y a un membre croche, je le laisse se relever, il court pas. Tu sais, c'est plus ça, tu sais. Fait que je pense que ça lui développe des confiances en eux autres, puis aussi, tu sais, d'autonomie. Tu sais, à un moment donné, tu sais, je veux pas les couvrir non plus. Puis c'est des Mais non. enfants qui sont super, super sociables aussi. Ça, pour moi, c'est super important. Mais oui. On va partout et ils sont capables de s'adapter facilement. Je m'en allais dire, Chris, écoute pas mon podcast, je fais que ça me plaindre, mon gars. Non, c'est pas vrai. Mais non, mais effectivement, tu sais, des fois, tu fais. Puis moi, j'ai pas d'enfant, je le sais pas, là. Puis écoute, tu me diras comment ça se passe, là, mais c'est vrai, des fois, tu fais comme t'es mieux de juste dire, tu sais, non, c'est pas grave. Puis l'enfant, il catch que tout le temps. Tu sais, on dirait que les parents qui sont trop tout le temps là autour, on dirait que ça permet pas aux kids de réellement comme se former. Moi, j'ai la switch de l'ignorance assez facile, tu sais, puis même avec ma femme, là, honnêtement, si je suis capable d'ignorer, puis ça me dérange pas. Mettons, mes enfants, ils pleurent, puis je sais qu'ils n'ont pas mal ou qu'ils n'ont pas faim. Ma fille, elle me le dit à cette heure, mais tu sais, mon gars, tu sais, ça me dérange pas. Tu peux broyer pendant 2 heures de temps, si c'est juste pour chigner, je vais faire complètement abstraction de ça, puis ça m'agresse pas, tu sais. Je suis capable complètement d'ignorer ça. Fait que, tu sais, mes enfants ont fait une fois le bacon chez nous, puis je passais par-dessus, puis je continue à faire mes affaires. Fait que, ah ouais, hein? Ils le font. Le pire, c'est que j'aurais pensé que tu es peut-être le genre de père qui, mettons, moi, ça, c'est ma phobie. Là. Comme je te dis, j'ai pas de kid, mais tu sais, un enfant qui fait le bacon, le bacon à l'épicerie, là, ça, là, je sais zéro comment je réagirais. Puis je me dis, toi, t'es le genre de gars, j'ai l'impression qu'il est comme, serre un peu le bras fort, mais t'as ça, Chris. Je me trompe-tu? Non, et puis, tu sais, moi, non, pas vraiment. Puis, tu sais, ils l'ont pas fait. Quand on sort, ils sont bien chill. Tu sais, comme je te dis, ils sont bien sociables. Pas mes enfants. Tu sais, je les éduque. C'est ça que je fais. Tu sais, je veux dire, ma fille, je l'ai envoyée j'envoie dans sa chambre peut-être 3-4 fois depuis qu'elle est née. Mais tu sais, je n'envoie pas dans sa chambre 1 heure de temps. J'envoie genre 5 minutes pour qu'elle réfléchisse. Après ça, je monte, puis je parle, puis j'explique pourquoi tu es là. Tu sais, puis je fais comprendre c'est quoi le problème. Moi, c'est de même que je trouve que les enfants comprennent mieux, tu sais, en les éduquant et non pas en les punissant. OK, ben, ça se fait bien. Hey, juste parte rapidement là, avant qu'on continue. T'as-tu une petite paire d'écouteurs, toi, ou t'as-tu. Ah, c'est ça. OK, c'est parce que moi, je m'entends comme en double des fois quand je réponds. Fait que là, j'aime pas ça m'écouter. Moi, j'aime ça, j'aime ça écouter mon invité. Ça te dérange pas, on va continuer dans pas long, mais. Je suis là. Mais non, je me demandais, toi, parce que moi, je te connais de ce que tu as fait dans la vie, puis de la télé, toute l'équipe. Je te connais pas. C'est la première fois qu'on se parle, c'est super le fun. Ouais. Puis je me demande, une des questions que je me pose, comme un gars comme toi qui a fait sa carrière en UFC puis en combat ultime, c'est t'étais comment quand t'étais jeune? Toi, t'étais-tu du même type un peu batailleur, bardasseux ou toi, c'était le sport, la discipline? Ben, moi, j'ai fait du sport toute ma jeunesse. J'ai fait du sport de haut niveau toute ma jeunesse, surtout au soccer. J'ai joué pour l'équipe du Québec au soccer, puis j'ai fait les qualifications pour l'équipe canadienne junior aussi. Mais au niveau du combat, je me suis fait péter à la gueule toutes les fois que j'ai voulu me battre dans le cours d'école. Je n'étais pas un batailleur à succès, je dirais, quand j'étais jeune. Puis j'ai pas fait du combat parce que j'avais eu une enfance traumatisante. J'ai juste parce que moi, honnêtement, quand j'étais petit, je voulais être un golfeur professionnel. Je jouais au golf, j'ai joué au golf souvent, longtemps quand j'étais jeune. Je joue encore au golf beaucoup. Puis, c'est sûr que où est-ce que ça a chié à quelque part, je ne sais pas pourquoi. Là, à un moment donné, j'ai pris le combat, j'ai commencé à faire de la boxe, j'ai appris ça assez rapidement. Pour moi, ça a été facile. Je suis comme tombé en amour avec le sport global qui est les arts martiaux mixtes. Ouais. Mais non, c'est pas un reflux d'enfance malheureuse. OK. Parce que j'ai l'impression, c'est des fois, j'en suis des combattants, tu sais, UFC, tu dois en suivre aussi pas mal, qu'eux autres, c'est tout l'inverse. C'est quoi son nom? Agnaou. En tout cas, je me souviens. C'est quoi? Oui, c'est ça. Il y a une enfance tellement tough. Il a été en prison, ce gars-là. Puis tu fais comme.
il y en a que tu comprends, on dirait l'espèce de chemin de ouais, je vois que ça a été ta manière un peu de te sortir de la merde. Mais fait que toi, c'était le golf ou les arts martiaux. C'est tellement rare, j'entends ça. Ouais, ben, c'est ça. Mais t'as raison, tu sais, mais ça, je pense que c'est bon pour tous les sports. Il y a beaucoup de sports qui ont sauvé le monde. Tu sais, au UFC, il y a deux gars qui étaient héroïnomans avant, puis le sport leur a sauvé la vie complètement, leur a sorti de la rue, sorti de la drogue. Puis je pense que c'est pas juste les combats, là, je pense que c'est n'importe quel sport, quand si tu trouves une passion pour faire quelque chose, ben, tu t'accroches à ça, tu es capable de te sortir de bien de la merde. Ben oui, 100%. Mais tu as raison. Mais c'est plus l'ancienne mentalité, je te dirais. Avant, tu sais, il y a 15 ans, c'était plus des bad boys, des street fighters, des goons de hockey ou des portiers, là, des doormen qui essaient de faire carrière là-dedans. Aujourd'hui, je te dirais, il n'y aurait pas un doorman qui ferait carrière là-dedans à haut niveau. C'est des athlètes de pointe, c'est des athlètes professionnels, c'est des anciens Olympiens qui viennent en arts martiaux mixtes pour faire des sous, pour terminer leur carrière. Le niveau de combattant maintenant est rendu complètement à un autre niveau. OK, puis ça, on va y revenir parce que là, moi, je veux qu'on passe un peu à travers tout ton cheminement là-dedans. Mais toi, t'es un petit gars de où, toi, à la base? Hein? Un petit gars de Saint-Narcisse de Rimouski, moi. Ça, c'est. Chris Rimouski, OK. Ouais, dans le bas du fleuve. Mais c'est pas vraiment Rimouski, c'est Saint-Narcisse de Rimouski. Tu arrives à Rimouski, tu tournes d'un rang, tu continues, tu passes 3-4 villages. Le coup que tu es perdu, là, continue, tu es presque arrivé. Là. C'est un village qui est figé dans le temps. Écoute, c'est pas vrai, on dirait que c'est le temps d'une paix. Là. Ça n'a aucun bon sens. Il y a une église en plein milieu du village. Tu as 5 rues. Avant, il y avait un magasin général, mais là, il n'y en a plus. Écoute, il y a 7 rues, je pense. Il y a 7 rues. Tu n'as même pas 1000 habitants. Je pense que c'est rendu à 950 habitants. Mais c'est tellement une place, le fun à aller. Personne ne barre le porte là-bas. Tout le monde rentre chez tout le monde. Ouais. C'est écœurant. C'est le meilleur monde. Ils ont le cœur sur la main. J'y retourne à tous les étés. Je retourne voir ma famille là-bas. Puis, tes parents sont encore là. Ton monde est encore là. La famille de mon père est là-bas. Mes tantes et mes cousins, que j'étais super proche d'eux autres quand j'étais jeune. Puis écoute, je retourne là. Puis c'est que la mentalité, là, sont en retard sur tout le monde. Je pense que Metallica vient d'arriver en ville. Mais je dis ça, mais c'est pas pour leur manquer de respect. Ils savent. Non. Moi, j'ai ce village tatoué sur le cœur. Puis je suis fier de dire que je viens de cette place-là. Puis je suis fier d'y retourner. Puis à toutes les fois, je retourne là. Admettons qu'il m'arrive des affaires qui peuvent me sortir un peu des pieds sur la terre ou que, je m'enfle la tête avec quelque chose. J'ai juste allé là-bas, puis il m'a dit, je retombe les 2 pieds sur terre. Moi, je ne suis pas un gars de la télé, je suis un gars qui vient du village de Rimouski, puis ben oui, Saint-Narcisse, quand t'es perdu, t'es proche. Qu'est-ce que c'est bon, ça? Fait que c'est à Saint-Narcisse que tu as découvert un peu le sport du combat puis du golf, ou c'est plus en vieillissant? Ah non! Non, ben moi, à 4 ans, mes parents se sont séparés, puis je suis parti avec ma mère à Sherbrooke. C'est vraiment à Sherbrooke là, que j'ai fait mon enfance, mon école, mon enfance. Puis moi, j'ai été élevé par une mère monoparentale. Puis, on a vécu vraiment sous le seuil de la pauvreté quand même. On a eu pas une vie facile, honnêtement, là. Mais j'ai jamais rien manqué. J'ai appris à travailler très jeune parce que ma mère a dit, OK, si tu veux participer à ça, si tu veux faire du sport de haut niveau, le soccer au haut niveau, ça coûte aussi cher que le hockey. Honnêtement, c'est très dispendieux. Fait qu'elle dit, si t'es capable de payer la moitié, je vais payer la moitié. Fait que, très jeune, à l'âge de 12-13 ans, j'ai commencé à travailler, faire des job-ins à gauche, à droite, parce que je voulais faire ça. Puis c'est là-dessus que je pense que ça m'a forgé beaucoup mon caractère, ça m'a appris des responsabilités assez vite. Ça m'a appris la valeur d'argent aussi, quand même assez vite aussi. Puis c'est là que j'ai commencé. J'ai tout fait ma jeunesse. Puis à 19 ans, je suis parti puis je suis rentré dans l'armée à Québec. Oh, Chris, OK, t'es allé dans l'armée, toi, à Québec. Ouais. OK, pourquoi t'es allé dans l'armée? À la base, ça t'a tout le temps attiré ou c'est... J'avais aucune crise d'idée quoi faire. Yes! Non, mais honnêtement, l'affaire, c'est que à l'école, au secondaire, j'étais super bon. J'avais une moyenne de 90, honnêtement. Okay. Là, puis j'étudiais pas. Pour moi, au secondaire, c'est logique. Tu avais juste à écouter et être logique un peu. Puis je m'étais fait mettre dehors de mon cours d'histoire pendant 6 mois parce que j'étais turbulent. Puis j'étais revenu aux examens de fin d'année, puis j'ai eu 80. Puis le prof était fâché après moi, mais pour moi, c'est facile. Mais quand j'étais arrivé au cégep, je suis rentré en informatique au cégep.
Puis moi, on s'entend, je suis rentré en informatique au cégep en 99, il fait 98, 99. Là, fait que l'informatique n'était pas comme aujourd'hui. Fait que je me disais, je sais pas ce que je m'en fais là-dedans, mais d'après moi, ça va pogner l'informatique plus tard. Fait que je suis rentré là-dedans. T'étais quand même avant-gardiste, c'est-tu? Ouais, mais c'est ça. Mais je suis pas resté longtemps parce que le premier cours, il m'a dit, OK, il dit, fait que là, on a ça à faire, fait qu'on se revoit dans 2 semaines, puis vous allez me donner. Fait que là, tu me laisses à moi-même pendant 2 semaines de temps, il faut que je te remette quelque chose. C'est sûr, moi, j'avais besoin d'être suivi. Puis j'ai commencé à travailler dans un bar aussi à Sherbrooke, un pub qui s'appelait Well Pub, qui était assez populaire. Okay. Puis j'ai eu des belles années là-bas. J'ai pas fait une scène, mais on a fait le party pas à peu près. Puis on a eu bien du fun. Puis après la restauration, c'est ça, là. Ouais, ben tu sais. Puis après ça, regarde, je savais pas trop quoi faire. J'avais 19 ans. Je voulais faire de quoi de le fun. Je voulais faire de quoi qui était physique. Puis évidemment, j'étais allé au centre de recrutement, puis je me suis fait avoir par le vidéo qui te montre que tu lances des grenades à tous les jours, puis que c'est pas ça pantoute. C'est ça qui arrive? Tu arrives là-bas, puis ils te montrent un film, ils sont comme, voici ce que vous pourriez devenir dans 10 ans. Là. Exact, c'est ça. Moi, je suis rentré dans l'infanterie, donc le soldat de première ligne. Finalement, là, j'ai fait mon cours de recrue à Saint-Jean. Puis après ça, là, j'étais allé dans mon unité à Québec pendant 6 ans. Puis là-dessus, en 2002, j'ai servi en Bosnie. Puis c'est ça, puis je suis sorti en 2004. Oh, Chris, OK, t'es allé en Bosnie. Ouais. Fuck. Puis es-tu arrivé des affaires là-bas? T'es-tu combattu ou t'es allé là comme. L'affaire, c'est que l'armée canadienne a fait tout à l'envers. OK? Quand il y avait la guerre en 93-94, tu sais, quand c'était vraiment le bordel là-bas, ils ont envoyé des casques bleus. Les casques bleus, dans le temps de guerre, d'après les règlements, tu n'as pas le droit d'attaquer les casques bleus, tu n'as pas le droit d'attaquer le croissant rouge et la croix rouge. Tu sais, ça, c'est des affaires humanitaires. Tu sais, en temps de guerre, les Serbes, les Croates, là, ils shootaient ses bas des casques bleus, puis ils ne voulaient pas qu'ils avancent. Mais tu sais, en tant que casque bleu, tu n'as pas le droit de répliquer. Tu es là pour faire la paix. Et là, nous autres, quand ils nous ont envoyés en 2002, on était bérets verts. Fait qu'on avait la baïonnette dans la bouche, puis on était la guerre était finie. Donc là, on s'en allait reconstruire le pays et aider les familles à repartir leur vie. Il y a eu quelques petites forces de résistance, mais on n'a pas fait, il n'y a pas eu de combat partout. OK, puis toi, fait que finalement, t'es revenu à Québec, puis là, t'as fait Asti, tu sais quoi, fuck off. Genre, ça se donne plus. Écoute, j'ai commencé à faire des combats en 99. J'ai fait des combats amateurs MMA, là, mais tu sais, dans ce temps-là, amateur et professionnel, c'était pas mal la même affaire, je te dirais. Okay. Puis après ça, je suis parti en 2002 en Bosnie. Puis quand je suis revenu, là, j'ai essayé de me trouver une équipe à Québec qui s'appelait Team Union. Eux autres faisaient du brésilien. Tu sais, c'était un petit peu plus encadré. Puis là, j'ai commencé à faire des combats professionnels. Puis ça a super bien été. J'ai gagné mes 5 premiers combats professionnels. Puis là, UFC m'a appelé pour faire partie de leur gala à l'UFC 50. Puis finalement, là, j'étais écœuré de l'armée. Puis ça a l'air bizarre à dire, mais j'étais écœuré de la discipline de l'armée. Puis là, tu dis, mais quand tu rentres dans l'armée, c'est pas mal ça le but. T'as raison. Mais j'étais super bon sur le terrain, mais j'étais crissement mauvais en garnison. Tu sais, moi, couper mes cheveux plus courts, ça va pas me faire courir plus vite. Mais je comprends que c'était ça le règlement, mais ça me faisait chier, ça. Ouais. À un moment donné, j'en avais plein mon casque. Puis c'est ça, j'ai brisé mon contrat. J'ai même pas fini mon contrat, j'ai brisé mon contrat, puis j'ai eu des pénalités monétaires pour ma pension. J'avais pas vraiment de pension, mais ce que j'avais accumulé en 7 ans, ils me l'ont tout ordonné, mais avec une pénalité monétaire. Mais pour moi, j'étais plus heureux là-dedans. Puis à partir de ce jour-là, quand je suis parti de l'armée, j'ai dit plus jamais je vais faire de quoi que je suis malheureux, que je vais me lever le matin, puis ça me tente pas de faire. Puis, c'est sûr. Puis avant qu'on embarque dans tout ce qui est UFC, toi, c'était quoi ta connexion avec ça? Parce que, tu sais, ultimement, tu disais que tu aimais ça le sport, OK, mais tu sais, ta première connexion avec Asti, l'art martial, se combattre avec quelqu'un, ça a été quoi? Tu voyais quelqu'un à la TV qui te faisait triper? Non, je pense que tout le monde de ma génération, on a tous commencé avec des vidéocassettes quand tu allais voir louer UFC 1, 2, 3, tu sais, de la boucherie, là, tu sais, honnêtement, c'était ça. Puis, la boucherie, tu faisais que c'était sanglant, genre? Ou? Oh, tu sais, il y avait 3 règlements. Tu n'avais pas le droit de mort, pas le droit de crever les yeux, pas le droit de mettre aucun doigt dans aucun orifice. C'était ça, les règlements au début. ça veut dire que s'il y avait les règlements, c'est parce que c'est arrivé, Esti. Non, exactement, t'as raison. Mais regarde, ça s'appelait du combat extrême au début. Hein. C'était pas des combats ultimes, c'était pas des arts martiaux mixtes comme on connaît aujourd'hui. Combat extrême. C'était vraiment du combat extrême, puis avec raison. Tu sais que
sais, quand ils ont parti le UFC, lui qui a parti ça, c'est Warren Gracie, hein, le plus vieux frère de la famille Gracie. Sa première idée à lui, c'était de faire un octogone, mais avec un espèce de marécage autour avec des crocodiles pour pas que personne puisse se sauver. Finalement, ça n'a pas passé au conseil, là. Mais c'est pas des jokes. Il y a un dessin qui existe de ça, qui est comme au musée du UFC, qui existe de ça. Oui, exact. C'était ça leur première mentalité. Puis tu disais que s'il y a des règlements, c'est parce que c'est déjà arrivé. Les autres règlements qui sont arrivés, c'est à l'UFC 11, parce qu'il y a un gars qui s'appelle Tank Abbott. Il a voulu pitcher son adversaire à l'extérieur de la cage. Puis là, à partir de là, on a mis un autre règlement. Tu n'as pas le droit de lancer ton adversaire en dehors de la cage. Puis là, les règlements se sont resserrés. Aïe, aïe, c'est incroyable. C'est vrai, en plus, quand tu y penses que, au début, là, j'ai l'impression qu'en ce moment, la UFC, tu regardes ça, les combats ultimes, c'est rendu vraiment quand même, puis corrige-moi si je me trompe, mais c'est vraiment plus protégé, en quelque sorte, là, tu sais. Mais Chris, avant, ça devait tellement être rough, là, tu sais, les vieux de la vieille, là, je ne sais pas en quelle année ça a commencé, les combats ultimes. Là. 93. 93. Ben, l'UFC a commencé en 93. Chris, avant, c'était quoi? C'était des combats dans les rues, j'imagine? C'était du monde qui se pognait? Ah oui. Ben, surtout dans les réserves indiennes, parce que c'était illégal partout. Fait que les gars, ils se battaient sur la réserve indienne, puis quand ils sortaient, ben, ils se faisaient tout arrêter. Fait que c'était pas mal ça qui se passait. Mais au début, il n'y avait pas de catégorie de poids non plus. Fait que tu avais un gars de 160 livres qui se battait contre un sumo, puis c'était des gars qui avaient comme un seul art martial qui maîtrisaient. Il y a aussi il y a un gars qui s'est présenté avec un gant de boxe. Puis l'autre, il n'y avait pas de gant de boxe. Tu sais, comment que c'était. On ne savait pas quoi faire, tu sais. Fait qu'ils ne savaient pas quoi faire. Fait que c'est ça. Mais ça a évolué quand même assez rapidement. Puis aujourd'hui, je te dirais que depuis 2005, les arts martiaux mixtes, le MMA comme tel, c'est le sport qui a connu la plus grande popularité dans les 15 dernières années. Moi, je me souviens, là, Pat, après, quand j'étais jeune, peut-être au secondaire, je ne connaissais pas ça, les arts martiaux. L'affaire qui m'avait comme fait découvrir ça, je ne sais pas si tu t'en souviens, c'est qui? Les gens qui écoutent le podcast, il y en a qui sont ils triplent sur le sport, et vous allez vous en rappeler, les autres, désolé, mais il y avait un gars qui s'appelait Kimbo Slice. Je ne sais pas si ça dit. C'est sûr que tu le connais, tu sais. Il s'est battu au UFC. C'est ça, il a fini par se battre au UFC, puis ce gars-là, il y a des vidéos sur YouTube qui sortaient de lui. Il se battait dans la rue avec du monde. C'était, si vous irez voir ça, Kimbo Slice. Si je voudrais pas croiser ce gars-là dans un combat, Chris, ça avait l'air d'une. Ben là, tu pourras pas parce qu'il est mort. Mais... Non, il est-tu mort, Esti? Ouais, il est mort. Ah, je savais pas. Il est mort. Fuck. Mais il s'est battu ici à Montréal aussi, à l'UFC 113. Puis moi, je l'ai rencontré vraiment souvent. Puis c'est un des gars les plus gentils que j'ai rencontré de ma vie. Il est vraiment, vraiment gentil. Il aime juste ça se battre, mais à l'extérieur de cette espèce de pensée-là, il est vraiment cool. Ouais. Il était vraiment cool. Ouais. Mais ça, j'ai l'impression que c'est le cas pour beaucoup de combattants. Je sais pas si, tu sais, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de combattants que c'est que tout le chien sort dans le combat pendant le sport, mais qu'à l'extérieur de ça, c'est du monde tristement respectueux, discipliné. T'as raison. Tu sais, ce sport-là, les arts martiaux mixtes, c'est un des seuls sports qui commence avec une poignée de main puis qui se finit avec une poignée de main. Tu sais, les gars, ils se vargent dessus pendant 25 minutes, ils sont ensemble, puis après ça, ils se prennent dans les bras, puis hey, good fight. Tu sais, de quelqu'un de normal, tu vas regarder ça de l'extérieur, tu vas dire, OK, ils sont pas bien, eux autres. Là. Mais, tu sais, je dis tout le temps la même chose, puis je l'ai écrit dans mon livre aussi, tu sais, c'est qu'il n'y a pas de. C'est vrai que c'est macho à dire, mais il n'y a aucune autre façon plus. Comment je peux dire ça, plus réel que de développer un respect entre hommes que de se taper dessus. Puis qu'après ça, tu te regardes, puis tu dis, hey, mais tu m'as donné tes meilleurs shots, j'ai donné les 2 miennes, tu es encore debout. Fait que, viens-t'en, c'est un good fight. Respect. Hein? Fait que c'est drôle, tu sais. Puis moi, il est arrivé tellement d'affaires dans ma carrière. Souvent, tu sais, mes plus beaux souvenirs, ça s'est passé en arrière des rideaux avec mon adversaire après le combat, qu'on s'est parlé, puis qu'on allait prendre une bière après, puis tu sais, qu'on s'est vargé dessus pendant 15 ou 25 minutes, puis c'est de la business à un moment donné. C'est sûr qu'il y en a des il y en a des sans-dessins, il va tout le temps en avoir, là, mais le sport aujourd'hui est rendu vraiment, vraiment plus respectueux puis plus professionnel aussi qu'avant, c'est sûr. Puis est-ce qu'il y en a-tu quand même des combattants que tu fais toi, là? On se bat puis c'est fini, là, merci, bonsoir, là, t'es tannant, là, du monde là, qu'ils font ça, c'est parce que des fois tu vois ça, des combattants qui
ils s'entre-insultent un peu avant un combat, tu sais. Puis là, tu fais, c'est une game, c'est-tu vrai? Mais il y en a qui ont l'air de vraiment être des mardes, là, tu sais. Il y en a-tu pas mal dans le sport? Ah, il y en a des mardes, tu sais, mais tu prends Gregor, tu sais, ce gars montré une couple de fois, puis il est super respectueux en arrière des rideaux, mais lui, il a compris comment la game marche. Tu sais, il est devenu proche milliardaire aujourd'hui à cause qu'il fait un bon trash talk, à cause que c'est un gars qui parle bien, puis il a de la répartie, puis qui est tout le temps prêt à répliquer sur n'importe quoi. Puis ça, c'est un art. Tu sais. Si tu fakes en étant un bon trash talker, puis tu n'en es pas un, ça sonne faux. Tu vas avoir un répète. L'affaire aussi, c'est que si tu trash talk, ben là, il faut que tu livres la marchandise aussi. Parce que si tu te fais knocker et que tu n'arrêtes pas d'écarrer tout le monde, ça ne sera pas très, très. Ta valeur de trash talk ne sera pas très, très élevée. Non, effectivement. Puis toi, quand tu t'es mis à plus faire ça, plus faire le sport, à développer un peu tes skills, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'es dit, OK, ben là, ça va être ça, puis je vais jouer au golf occasionnellement. Parce que toi, c'était un ou l'autre, mais à un moment donné, il a dû se passer quelque chose où quelqu'un t'a dit quelque chose où t'as fait je pense que j'ai un avenir là-dedans. Ben, tu sais, je veux dire, quand j'ai commencé à professionnel, ça a super bien été. Je suis devenu champion canadien d'organisation TKO dans ce temps-là. Puis après ça, ben, l'UFC m'a appelé à mon 6e combat. Puis, tu sais, c'est ça le but. C'est comme jouer dans la Ligue nationale de hockey. Tu sais, quand tu es rendu dans la grosse ligue, tu te dis, OK, ben, crime, c'est pour ça que je suis sorti de l'armée. Puis, tu sais, je me suis dit, OK, il m'a flippé un 25 cents dans les heures. Puis, il m'a essayé de faire carrière là-dedans. Puis, on s'entend, en 2004, quand je suis rentré à l'UFC, le pourcentage de réussite d'un Canadien français de réussir dans l'UFC était de 1%. On s'entend, là? Il y avait 3 Québécois. Il y avait moi, il y avait Georges Saint-Pierre puis David Loiseau. C'est tout. David Loiseau, ça a été le premier en 2003, puis après ça, Georges puis moi, on est rentrés dans la même année. Puis, mais tu sais, je veux dire, penser faire carrière là-dedans, penser devenir un joueur important dans ce sport-là, c'était comme irréel, honnêtement. Puis il fallait que tu crois en toi, parce qu'il n'y a pas grand monde qui croyait en toi, puis surtout pas les Américains, l'autre bord, qui nous bâchaient à tous les jours. C'est sûr, hein? Puis j'imagine qu'entre vous, toi, David, puis Georges, David, je sais pas, il est rentré bien avant vous autres, lui? Ou, un an avant. Ouais. Un an avant, OK. Fait quand même, vous étiez quand même assez proches, les 3 gars. Il devait avoir quand même une espèce d'esprit d'équipe entre vous 3, là, être les 3 Québécois dans l'UFC. Ensemble. On s'entraînait ensemble déjà, de toute façon. Okay. On se connaissait super bien, puis on s'est entraîné des années ensemble. À un moment donné, on s'est séparés, on est partis chacun de notre côté. On est tout à resté super proches. Puis, je veux dire, même aujourd'hui, il y a 4 ou 5 Québécois dans l'UFC aujourd'hui. Fait que, sur 700 fighters. Fait qu'on n'est pas beaucoup, hein. Fait que, à place de s'entretuer, on s'encourage, puis on essaie de monter ensemble. On ne s'entraîne pas tout ensemble. Là. Ben, ceux qui sont là, moi je suis plus là, mais ils ne s'entraînent pas ensemble, mais c'est sûr que tu veux tout le temps le succès de tes pairs, parce que des Canadiens français n'ont pas tant que ça. Surtout les Québécois, il n'y en a pas beaucoup. Là. Puis j'imagine que tu as eu la question 102 fois, là, mais un combat de toi, Georges Saint-Pierre, ça n'a jamais pu se passer, ça? Ben, on n'était pas dans la même catégorie de poids de 1. Ouais, lui, il était welter. Moi, je me suis battu. Ouais, moi, j'ai fini welter, mais l'affaire, c'est que moi, je me suis battu pour le championnat du monde à 185 livres en 2008. Lui, il a fait toute sa carrière à 170 livres. Puis en 2014 ou 2013, moi, j'ai descendu à 170 livres. Puis lui, il était déjà champion. Puis, tu sais, il était très, très loin qu'on fasse. On serait battu ensemble juste si j'avais eu un autre combat de championnat du monde. OK. Puis, c'est pas arrivé. À un moment donné, j'étais sur une bonne run, puis à un moment donné, il y a eu un combat pivot que je me sens enfargé. Ah oui? Ouais, puis. C'était quoi le combat pour le fun? Ah, c'était Donald Cerrone. En plus, c'était ici, c'était au Canada, c'était à Ottawa. Puis ce combat-là, tu sais, j'étais sur une bonne séquence de victoires, de 4 victoires, puis j'avais knocké 2 gars là-dessus au premier round. Okay. Puis, tu sais, ça allait super bien. Puis là, Donald Cerrone, là, il est moins en vogue, là, mais dans ce temps-là, il était vraiment en haut. Puis c'était encore un peu pivot, c'est ça. Moi, je passais celui-là, puis je tombais dans le top 10 mondial, puis là, ma run pour un title fight, tu sais, elle commençait, là. Puis finalement, ça a été une très mauvaise soirée pour moi, puis une bonne soirée pour lui. Puis c'est ça. Mais c'est ça qui est malade, par contre, avec beaucoup de sports, on s'entend aussi, là, mais avec ce sport-là en particulier aussi, on dirait qu'il faut que tu calcules tout le monde comme égal. Il faut que tout le monde
tu sais, comme là, tu disais, tu étais sur un momentum, tu en avais knocké 2. Fait que ça l'envoie des messages aux autres de comme Chris, attention, au premier round, ça se peut que ça se passe. Puis... Mais tu as tout le temps l'aspect underdog de, ben, quand même, asti, anytime, tu peux recevoir un coup, pas le voir venir, puis le combat change d'une manière ou d'une autre, tu sais. Ouais. Ben, c'est pour ça que ce sport-là est tellement populaire, c'est que c'est tellement imprévisible. Tu sais, t'as bien beau être 1 million contre 1 sur papier, quand la shot, t'es dans l'octogone, bon, ça va vite. Tu regardes ça à la télé, tu dis, oh, ça va vite. Mais quand t'es dedans, je te dirais, tu fais exploser en 1000. Là. Ça va vite. Là. Et non, c'est sûr. Quand t'es dans l'octogone, t'es comme dans un espèce de Twilight Zone. Tous tes sens sont comme exposés en 1000 aussi. Là. Tu vois tout, t'entends tout. J'entends le gars qui tousse à la 2e rangée. Puis là, là, si je me retourne, là, la porte se ferme. Je dis, ah, fuck, je peux plus m'en aller. Puis après ça, l'arbitre dit, OK, let's go. Bon, ben, Chris, on va y aller, parce que sinon, lui, il va y aller. Chris, t'es comme un surhomme. Tu deviens un peu surhumain. Est-ce que t'es sur l'adrénaline pendant combien? 6 minutes à peu près? Ben, c'est des rounds de 5 minutes. Là, puis les combats, c'est 3 rounds de 5 minutes ou 5 rounds de 5 minutes dans le combat de championnat. Mais je te dirais que tu es plus une pilote automatique que surhomme. C'est vrai que ça se peut que tu encaisses plus de coups que tu encaisserais dans l'entraînement normal à cause de l'adrénaline, à cause de tout. Mais moi, j'ai souvent regardé des combats après, puis il y a des choses que je me souvenais pas en tout. Des fois, mettons un combat de 3 rounds, le premier round, et c'est flou en maudit quand je sors de là. Parce que tu es tellement une pilote automatique. Puis c'est à ça que ça sert l'entraînement. Faut pas que tu penses. Un coup que tu penses dans le combat, t'es mort. C'est pas mal ça qui m'est arrivé contre Donald Cerrone. Je commençais à penser, puis j'étais tout le temps une seconde en retard, puis j'avais l'impression que je lançais un coup de poing qui venait de la Russie. Je disais, c'est venir, c'est sûr. Mais c'est ça qui arrivait. Je me faisais pincer à 3 fois. Puis quand tu dis... L'entraînement, c'est ça que ça sert. Mais c'est ça, puis quand tu dis tu penses, là, c'est pas tu penses au combat, c'est tu penses à qu'est-ce que tu vas faire demain. C'est ça que tu veux dire par tu penses dans ta tête? Dans le combat, tu penses à tes attaques. C'est plus instinctif. C'est plus calculé. Mais tu ne peux pas penser comme ça dans un combat. Ça va tellement vite qu'il faut que ça soit instinctif. Il faut que tout soit comme tout soit parfait en entraînement. C'est pour ça qu'il faut que tu fasses des répétitions pour développer une espèce de muscle memory, comme on appelle. Oui, exact. Mais c'est ça. Mais ça justement, tu sais, moi, je te pose des questions. Moi, je connais pas ça tant que ça. Comme je te dis, j'aime ça, mais je connais pas ça. Moi, j'ai toujours pensé, quand tu reviens dans le coin, ton coach te parle, puis il est comme, tu sais, Chris, quand tu rentres là, fais plus ça. Ultimement, là, quand tu es assis là, dans le coin, là, puis ton coach te parle, il te dit des stratégies, mais es-tu capable de réellement les mettre en œuvre après, ou t'es comme, Chris, on fait notre possible, t'sais? Non, ben ça dépend toujours c'est quoi la relation avec ton coach aussi. Ça dépend, il connaît. Il y en a qui marchent avec clap d'en face, il y en a qui marchent avec faut que tu lui parles d'où. Faut que tu connaisses bien ton poulain. C'est drôle pareil. Mais c'est vrai, il y en a qu'il faut que tu le réveilles, il faut que tu le shakes. Il y en a qui. Il faut vraiment que tu les connaisses. Les 30 premières secondes, c'est sûr que tu n'entends rien. Ça fait que souvent, les 30 premières secondes, tu n'entends rien parce que tu laisses ce combattant prendre son souffle, prendre ses esprits. Puis là, les 30 dernières secondes, ben là, tu vas lui donner de l'information. Puis, c'est pas trop compliqué. Là, tu ne vas pas y compter un roman, là, mais juste des points assez précis. Puis d'habitude, ça rentre bien. Rendu à l'UFC, les gars ont assez d'expérience pour être capable d'assimiler l'information rapidement. Ouais. Puis c'était comment ton sentiment avant ton premier combat UFC? T'étais comment dans la chambre tout seul? T'étais où dans ta tête? Ben, parce que moi, mon histoire avec mon premier combat à l'UFC est assez débile. C'est que moi, je me suis battu le main event de l'UFC 50 face à mon idole qui s'appelait Tito Ortiz dans ce temps-là. Et la raison pour ça, c'est que moi, j'étais supposé me battre sur le premier combat de la sous-carte contre un gars qui s'appelait Marvin Eastman, où il n'y a personne dans les estrades. Et ça se passait à Atlantic City. Et finalement, 4 jours avant le combat, le main event qui était Tito Ortiz contre un autre gars qui s'appelait Guy Mezger. Guy Mezger, lui, il a un embolie cérébrale. Puis il était out. Fait que là, il fallait qu'il trouve un remplaçant pour se battre contre Tito Ortiz à 4 jours d'avis, qui était le poster boy de l'UFC, l'ancien champion du monde. Puis je me battais à 205 livres dans ce temps-là aussi. Il était énorme. Puis d'après moi, ils ont appelé tout le roster, puis tout le monde a dit non. Puis ils sont rendus à moi finalement. Ils m'ont appelé, ils dit, ça te tente-tu? Ouais, why not? Tu sais, ce gars-là était sur mon screensaver d'ordinateur, tu sais, quand je jouais le verre tous les matins. Là. Fait que, tu sais, 4 jours après, je me suis cligné les yeux, puis il était en avant de moi. Je disais, fuck.
J'avais appelé mon chien Tito, c'est un Golden Retriever, puis Tito Ortiz était blond. Je l'avais appelé Tito 1 an et demi avant que ce combat-là arrive, puis finalement, je me suis battu contre le vrai Tito. C'était fucké. Puis, tu sais, je pense que. Puis j'ai peut-être reçu à peu près 300 coups de coude dans ce combat-là, mais à la fin, j'étais encore debout. J'ai perdu par décision. Puis c'est la meilleure chose qui m'est arrivée dans ma vie. Tu sais, perdre ce combat-là de cette façon-là, parce que je n'étais pas rendu là dans ma carrière, je n'étais pas rendu à ce niveau-là. Puis gagner contre ce gars-là, écoute, mettons que je l'ai pincé au premier round, puis il est tombé à genoux, puis je suis content qu'il soit relevé, puis qu'il ait gagné, là, parce que j'aurais été vraiment dans la merde après, parce que là, j'aurais fallu que je reste à 205 livres international, j'étais peine trop petit, j'ai l'air d'un enfant à côté de lui dans ce combat-là. OK, je comprends. Après ça, j'ai descendu à 185 livres. Ben, j'ai perdu le combat, mais j'ai gagné la soirée ce soir-là. Après ça, tout le monde savait j'étais qui. Puis là, après ça, même après 14 ans de carrière à l'UFC, quand il y a une vidéo de présentation avant les combats, il présente des combattants, il montre encore des images de ce combat-là parce que ça a été épique. Fait que toi, dans le fond, quand tu as eu l'appel ou quand ton gérant ou whatever, il a eu le call, puis il t'a dit, Pat, tu veux-tu te battre contre Tito? Toi, dans ta tête, tu t'es dit, Asti, ça serait bon pour moi, ou tu étais tellement fanatique de lui que tu as fait Asti, tout pour être dans le ring avec ce gars-là, ça serait débile. Comment tu prends une décision de même? J'ai regardé mon coach, j'ai dit, on le fait-tu? Il dit oui, j'ai dit oui. Ça s'est fait exactement comme ça. Honnêtement. Puis ce qui est bon pour moi, la meilleure chose qui m'est arrivée, c'est que ça se passe 4 jours d'avant. J'ai pas eu le temps d'y penser, j'ai pas eu le temps d'être nerveux, j'ai pas eu le temps. Le soir même, on prenait l'avion pour s'en aller là-bas, parce que j'étais supposé me battre de toute façon. La seule affaire qui a changé, c'est les entrevues, le face-à-face. Puis après ça, ça s'est fait tellement rapidement que j'ai comme cligné des yeux, puis c'était fini. OK, cool. Ça a joué en ma faveur que ça soit juste 4 jours avant. Puis j'ai vu aussi en même temps, en parlant de stars de UFC, j'ai vu justement en 2008, je pense que tu t'es battu avec Anderson Silva, si je ne me trompe pas. Anderson Silva qui était, je pense, à ce moment-là aussi bien dominant. Ça, je veux dire, tu devais capoter, mais à la limite, tu devais être un peu comme oh Chris, ça existe-tu en ce moment, ce que je fais? Ou tu étais bien préparé? Tu étais comment à ce moment-là? Ben non, j'étais bien préparé parce que c'était un combat de championnat du monde. J'avais travaillé pour me rendre là. C'est comme jouer pour la Coupe Stanley au hockey. Là. Fait que je savais que j'allais me battre au championnat du monde. Je savais que c'était contre lui. Là. Fait que, plus que je montais les échelons à 185 livres, je gagnais. Puis lui, il dominait tellement tout le monde. Il était comme inatteignable, il était comme invincible. Puis honnêtement, je pense que je suis le premier qui a montré que ce gars-là était comme humain. Puis je l'ai amené au 3e round. Je suis le premier qui l'a amené au 3e round dans sa carrière à l'UFC. Wow. Malheureusement, mon corps m'a laissé tomber pendant ce combat-là. Je me suis blessé au genou. Mais je ne dis pas que j'étais en train de gagner le combat, mais je n'étais vraiment pas en train de le perdre non plus. Puis la stratégie, c'est plate parce que c'était rendu au 3e round. On voulait pousser plus l'action parce que c'était un terrain inconnu qu'il n'avait jamais connu. Puis moi, je l'avais déjà connu, fait qu'on voulait encore plus pousser, mais malheureusement, ma jambe a lâché. Quand tu dis terrain connu, tu parles du 3e round. Lui, il n'était jamais allé jusque-là. Fait que lui, ultimement, il allait le pousser à bout là, avec son endurance. Exact. Là. Puis, il m'avait donné des très bons coups. Puis moi, j'ai tout le temps été renommé pour être un bon encaisseur. Puis j'étais encore là. Puis, je le voyais qu'il était un peu mélangé parce que je ne courais pas après. C'était un bon contre-attaquant aussi. Je ne courais pas après. Je restais là. Puis, je mettais de la pression. Puis, tout ce qu'on avait fait, comment on l'avait étudié, tout marchait super bien. Puis c'est dommage, c'est une bad luck au mauvais moment. Je te disais pas mal au pire moment de ma carrière. Mais écoute, it is what it is. C'est malade de se rendre jusqu'à là, étant un gars de saint narcisse. C'est incroyable pour vrai. Ça devait être fou quand même. Puis ce que je trouve débile de ce sport-là aussi, c'est que là, ça a tellement pris d'expansion à un point où ils en ont sorti un moment donné une télé-réalité, The Ultimate Fighter. Ouais. Puis toi, tu as fait partie de ça. Tu t'es rendu, Chris, tu t'es rendu loin même. Ouais. Tu es allé 2 fois. J'étais allé 2 fois, dont un comme coach en 2013, puis en 2006 comme contestant. C'était cool. C'était comment cette expérience-là, Pat? C'était écœurant. C'était écœurant. Écoute, on restait dans un Million Mansion House à Vegas en 2006. On mangeait des steaks à 40$ à tous les soirs. Il y avait beaucoup de boissons dans la maison parce qu'ils voulaient vraiment que ça dégénère. Ça dégénère une couple de fois. Et dans le fond, ce qui arrivait, c'est que il y avait 16 gars dans la maison. Les 2 équipes étaient ensemble.
Même les gars qui perdaient, ils restaient dans la maison aussi. Fait que les autres, ils n'avaient plus rien à foutre du combat. Fait que là, ils faisaient le bordel. Puis on s'entraînait 2 fois par jour. Puis on venait à la maison. Il n'y avait pas de musique, pas de télé, pas de livre, rien, justement pour que les gars interagissent entre eux autres. Mm-hmm. Puis il y avait une espèce de big pool en arrière, t'avais un sauna, c'était écœurant. Puis moi, à 26 ans, j'avais pas vraiment d'attache. Fait que, il y en a qui avaient des enfants, il y en a qui. Mais tu sais, moi, à 22 ans, j'ai passé 7 mois en Bosnie. Là. Fait que, là, moi, passer 3 mois à Las Vegas dans une maison d'une couple de millions, puis bouffer ce que je voulais à tous les jours, ça me dérangeait pas tant que ça. T'sais. Aïe, mais ça devait tellement être spécial comme expérience de. Et le monde et sa boisson veulent se pogner, mais en même temps, mentalement, tu sais que c'est une game, puis que t'es filmé tout le temps. Puis de l'autre bord, il faut que tu t'entraînes. Ça doit être challengeant. Comment t'as trouvé un peu ton chemin là-dedans? Toi, t'avais-tu une stratégie ou. Ben, non, écoute, moi, j'étais allé là, puis, tu sais, mon anglais était vraiment pas très bon dans ce temps-là non plus. Ah ouais. Fait que, tu sais, j'étais comme, c'est ça. Tu sais, je pense qu'on m'a vu pour le premier coup au 4e épisode, honnêtement. Là. Ah, pour vrai? Ouais, parce que, je sais pas, j'étais là, mais tu sais, j'étais un peu plus gêné. Tu sais, mon anglais n'était pas super bon, puis j'étais avec des personnalités quand même assez fortes dans l'émission. Puis à un moment donné, ben là, je me suis dégêné, j'ai pris ma place. Puis après ça, ben, tu sais, ça a super bien été. Après ma première victoire dans l'émission, je me suis mis chaud raide. Ça n'a pas passé à la télé, mais tu peux le trouver sur le net. Tu marques Patrick Côté drunk, puis c'est le 2 minutes que j'étais chaud raide qu'ils ont filmé. C'est drôle. Moi, j'étais un happy drinker. C'est drôle en maudit. Ah, wow. Mais tu sais, moi, je suis pas un gars qui veut se battre sa boisson. Là. Je veux juste avoir du fun. Puis tu le vois là-dessus aussi. Mais c'est ça qui doit être fucké dans cette émission-là, par exemple, parce que je l'avais écouté un moment donné une fois dans le temps que Georges, justement, il était coach. Puis, Asti, ça avait l'air. Tu sais, même que des fois, je vois des extraits de, mettons, des nouvelles saisons un peu. Puis, Chris, le monde a tout le temps l'air de vouloir se pogner à l'extérieur. Puis, c'est des débiles mentaux. Tu fais comme, Chris, ça devait pas être confortable. Ben, il faut que tu comprennes. Tu sais, t'es stocké pendant 3 mois de temps dans une maison avec des gars. Puis, tu peux pas t'entendre avec 15 autres gars. Tu sais, ben parfait. Non, puis surtout quand l'équipe adverse est de l'autre bord. Fait que là, il y a des espèces de challenges qui se disent. Il y a des, tu sais, là, tu dis, les 2 gars vont se battre, mais il faut qu'ils passent genre 2 jours dans la maison ensemble avant de se battre. Fait que c'est sûr que là, ils vont se challenger, ils vont se piquer, ils vont se picasser. Puis après ça, l'équipe va prendre la défense de l'autre, puis ça va dégénérer. Puis après ça, avec la boisson. La seule affaire qu'ils nous ont dit, nous autres, dans l'émission, ils disent, vous pouvez tout péter si vous voulez, à part les vitres. Juste pour pas vous blesser. À la fin, là, les gars, ils lançaient des balles de billard dans les murs, puis ils démolaient la maison au complet. Là. Mon cauchemar, Asti. Mon cauchemar. Wow, OK. Fait que là, tu t'es rendu en finale de ça. Tu as été un des finalistes. Puis ça, dans le fond, c'est lui qui gagnait. Dans le fond, il gagnait une entrée dans la UFC, c'est ça? Un combat dans la UFC? Non. Ma saison, moi, c'était déjà des combattants qui s'étaient battus au UFC, mais qui avaient une fiche perdante, puis l'UFC voyait qu'il y a un meilleur potentiel que leur fiche. Fait que le prix de cette saison-là, c'était un combat de championnat du monde contre Anderson Silva, que j'ai perdu en finale contre Travis Luther. Mais finalement, c'était en 2006, ça. Fait que finalement, 2 ans plus tard, ben, j'ai refait mon chemin, puis je suis allé me battre quand même contre Anderson Silva. J'ai réussi à avoir cherché mon combat de championnat du monde quand même. That's it. C'est incroyable. J'adore ce genre de chemin-là, un peu différent. Je ne sais pas à quel point, mettons en humour, moi je suis humoriste dans la vie, puis il y a tout le temps, il y a des concours que tu peux faire si tu le gagnes, c'est débile, un peu comme ça. Mais ultimement, tu fais ton chemin aussi, tu fais tes affaires. Je ne sais pas à quel point les jeunes combattants que tu côtoies, eux autres, ils ont un chemin préétabli dans leur tête. Ce chemin-là qui est préétabli, est-ce qu'il y a une recette quand même pour les combattants? Est-ce que, mettons, toi, moi, je suis un jeune combattant, je te dis comment je fais, Pat, me rendre là, tu vas-tu me dire, ben, gars, faut que tu rentres dans cette ligue-là, tu gagnes ce tournoi-là, ou arrête pas, entraîne-toi, puis entoure-toi. C'est ça, tu sais, il n'y a pas de pilule magique, hein, sinon je l'aurais pris. Mais, tu sais, honnêtement, c'est du travail, puis il y a une portion pas de chance, mais de timing. D'être à la bonne place au bon moment, de livrer la marchandise quand c'est le temps aussi. Moi, j'en connais plein de combattants, là, des partenaires d'entraînement qui étaient avec moi, qu'eux autres, ils n'ont jamais été plus haut que des ligues régionales. Mais que c'est pas parce qu'il n'y avait pas le talent pour se battre peut-être plus haut. C'est juste que le temps quand c'était le temps de performer, le bon soir, il ne le faisait pas. Fait que, tu sais, moi, je me suis entraîné avec des gars, des fois, là, qui me donnaient beaucoup de misère et qui me brassaient pas mal. Mais c'est moi qui étais au UFC, c'était pas eux autres. Parce que le fois qu'il faut que tu performes, ben moi, j'étais capable de le faire, puis pas eux autres.
Fait que, la ligne est mince vraiment sur ceux qui passent et ceux qui passent pas d'un fois. Ouais, ok, je comprends. Puis il y avait une affaire que je voulais vraiment qu'on jase ensemble, parce que je veux avoir ton opinion là-dessus, parce que c'est quand même touché, je trouve, comme affaire, mais tu sais, puis je pense que c'est plus du côté de la boxe que de la UFC, là, mais tu sais, maintenant, il y a des YouTubers là, qui se pognent entre eux. Là. Je sais pas si tu as vu ça. Tu sais, des Jake Paul, Logan Paul. Tu sais, pour les gens qui nous écoutent, là, c'est Logan Paul, Jake Paul, vous savez vraiment c'est qui. Ils ont commencé à se battre, mais à comme faire leur propre combat en payant par eux-mêmes. Là, après ça, ça crée des. Tu sais, t'as Jake Paul, lui, qui est comme le pro-boxeur, qu'il se pogne contre des plus vieux un peu de la UFC. Puis Chris, il gagne tous ses combats. Puis le dernier combat contre Tyron Woodley, il l'a knocké, mais il y a plein de vidéos. Les gens sont comme Chris, c'est un fake fight, cette affaire-là, ça n'a pas d'allure, ça n'a pas de bon sens. Comment tu vois tout ça, toi, l'espèce de tournant du sport professionnel où des gens qui sont connus peuvent un peu se l'approprier? Ben, je veux dire, le sport est rendu là aussi. Hein, j'ai tout le temps dit, avant, c'était les performances sportives. Maintenant, c'est qu'est-ce que tu es capable de ramener dans les coffres de l'organisation. L'UFC, c'est pas le sport. Hein, c'est une compagnie événementielle. Fait qu'eux autres veulent mettre le meilleur spectacle possible pour faire le plus d'argent possible. Donc, on n'est pas rendu à mettre des YouTubers dans l'octogone. Mais pour la boxe, écoute, que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, je veux dire, il fait ce qu'il a à faire, puis il fait beaucoup d'argent, Jake Paul. Puis moi, je trouve juste plate que je pense que ça. Pour le MMA, c'est pas arrivé encore, puis je pense que ça va arriver, même si je trouve que ça ne devrait pas. Mais pour la boxe, je trouve que ça l'a un peu dénaturé, un peu la boxe. Je trouve que ça l'a enlevé un peu de. Moi, je peux dire ça. D'étincelle, un peu? Ouais, mais tu sais, de beauté à ce sport-là. Ouais, ok, ouais. C'est devenu. On s'est comme rendu un peu trop trash. Tu sais, quand lui est arrivé, puis là, les shows qu'ils ont fait, là, puis. J'adore Snoop Dogg, j'adore tout le monde, mais les shows qu'ils ont fait, c'était plus des shows de musique que des shows de boxe. Il y avait de la musique, il y avait du weed partout, il y avait de la boucane. Puis je suis pas contre ça non plus. Mais tu regardes ça, mais je vais juste penser au niveau de la boxe, tellement qu'il y a d'histoire là-dedans. Puis les jeunes boxeurs aujourd'hui qui sont même ici au Québec, qui aspirent à faire de l'argent là-dedans, mais c'est extrêmement difficile de faire de l'argent quand tu es un athlète professionnel dans tes débuts. Puis tu aspires à faire ça, puis là, tu regardes ça, puis tu te dis, tabarnak, qu'est-ce que ma faire? Comment je peux faire ça si ma personnalité n'est pas si forte que ça? Oui, je gagne mes combats, mais c'est pas assez aujourd'hui. Fait que c'est rendu un spectacle sport plus qu'un sport spectacle à cette heure. OK, fait qu'à cette heure, il faut quand même que tu trouves une espèce de voie de OK, qu'est-ce qui fait avec ma personnalité? Je suis le gars un peu outsider, underdog. C'est ça, faut-tu te vendre? Mais avant, c'était pas de même. Avant, tu gagnais ton combat, tu passais à l'autre, right? Oui, mais ça vient avec la popularité du sport aussi, avec le nombre de personnes qui l'écoutent, avec le nombre de combattants qu'il y a aussi. Avant, il y avait beaucoup moins de combattants. Fait que te démarquer, c'est un peu plus facile juste avec tes performances sportives. À cette heure, il y a tellement de monde qui va faire ça, c'est tellement contingenté que, écoute, si c'est pas toi, ça va être un autre. Là. Fait qu'il faut que tu sois spécial si tu veux être capable de faire carrière là-dedans, puis avoir des meilleurs contrats, puis d'avoir une exposure comme il faut sur toi. Les performances sportives, c'est pas tout à cette heure. Mais non, c'est sûr. Puis toi, quand tu regardes ça, tu te dis-tu, Chris, j'aurais eu de la misère ou tu es capable de voir, ah non, moi, tu vois, je m'aurais bien placé là ou là. Comment tu vois ça, toi? Moi, je suis bien honnête, puis j'ai toujours dit, moi, en étant un Québécois, Canadien, Français, ça m'a beaucoup aidé. Okay. Parce qu'on n'était peut-être pas beaucoup. Puis j'ai tout le temps une super bonne relation avec le UFC. Je travaille encore pour eux autres comme commentateur. Puis, tu sais, j'ai une super bonne relation avec eux autres depuis le début, depuis tout le temps. Mais, tu sais, ça m'a aidé à avoir des meilleurs combats. Ça m'a aidé à rester dans l'organisation. Ça m'a amené mon sacré d'or en 2010. Je suis revenu en 2012. Puis, j'ai tout le temps été en contact avec eux autres. Ils m'ont tout le temps dit quoi faire pour revenir dans l'UFC. Puis, tu sais, fait que ça m'a vraiment aidé. Puis, pour le pourquoi j'ai été dans The Ultimate Fighter en 2006, c'est parce que j'étais un Canadien français aussi, parce qu'il y avait besoin d'un gars d'Amérique du Nord. Okay. Fait que, puis le gars qui s'était battu là, tu ne pouvais pas prendre Georges parce que Georges, il ne fitait pas là-dedans. Il était rendu trop haut. Ouais. Puis fait qu'ils m'ont pris. Puis tu sais, je suis bien honnête avec ça. Ça m'a vraiment, vraiment aidé
d'être un Québécois. Ben oui, Chris, tant mieux en même temps. Je veux dire, c'est une maudite fierté de dire que le monde de ce sport-là veulent des Québécois. Enfin, s'il y a des jeunes Québécois qui nous écoutent, qui font du combat, travaillent fort, puis il y a probablement de la place encore pour vous autres. Là. Oui, puis il y en a un dernier, là, Johan Lainez, que je connais très bien, c'est un super bon ami, qui fait son premier combat au UFC le 30 avril. Okay. Il a 29 ans. Puis, il vient de rentrer. Là. Fait c'est pas impossible. C'est beaucoup plus dur qu'avant, mais c'est pas impossible. Ben, c'est sûr. Ça doit tellement être challengeant, tout ça. Puis moi, ce que je trouve qui a l'air d'être difficile aussi, c'est. Tu sais, mettons, moi, je suis humoriste dans la vie, c'est ça mon métier. Moi, dans ma tête, je me vois faire ce métier-là pendant des années. Il y a un moment donné où je vais être dépassé de la game à cause de mon âge, mais je vais quand même tout le temps pouvoir faire ultimement des shows, tu sais. Mais quand tu es athlète professionnel, puis ça va pour n'importe qui, là, je parlerais à Alex Harvey, le skieur, il me dirait probablement, tu sais, il y a un moment donné où physiquement, Chris, tu peux plus faire ça. Là. Tu peux pas. J'ai jamais vu des combattants de 65 ans, quoi que ça serait carrément le fun puis drôle de voir ça. Ouais. Mais comment tu tournes comment tu tournes la page d'une carrière de même? Comment tu te prépares à ta sortie un peu de ta retraite dans le sport? Ben c'est ça, il faut que tu te prépares, parce que quand ça fait 15 ans que tu te lèves le matin, tu vas au gym, tu t'entraînes 2 ou 3 fois par jour, tu es discipliné, puis là, du jour au lendemain, tu te lèves, le bébé il pleure, le chien jappe, puis là, je pense pas d'être ici. Moi, je suis supposé être au gym, là, fait que faut que tu te prépares, puis je pense qu'il faut que tu aies quelque chose à faire. Okay. Moi, j'ai été quand même assez logique dans ce que j'ai fait, puis quand je suis sorti, quand j'ai pris ma retraite, c'est pas facile de prendre une retraite, là, c'est vraiment tourner une page d'un chapitre de ta vie complet. Là. Moi, j'ai fait 15 ans dans ce sport-là, 12 ans dans l'UFC. Puis, c'est vraiment. Mais, j'appartiens encore à l'UFC. Fait que, je suis encore en contact avec le sport. Je pense que ça m'a aidé aussi. Mais, j'avais placé mes pions. J'ai quelques business à gauche, à droite. J'étais impliqué dans beaucoup de choses. Je suis commentateur sportif. Maintenant, je fais maintenant, je suis acteur, je suis comédien. Fait que, tu trouves des projets parce que sinon, tu es tellement habitué d'être sous l'adrénaline à côté. En 2009, j'étais allé en Afghanistan avec Team Canada, qui est le gouvernement du Canada. Le gouvernement du Canada font toujours à toutes les années, je ne sais pas s'ils le font encore, là, mais à toutes les années, ils faisaient un groupe de Canadiens, de personnalités culturelles et de personnalités sportives, s'en aller à Kandahar pour faire un support des troupes, pour remonter fait qu'il y avait des chanteurs qui allaient là, puis faisaient des shows. Puis moi, j'étais allé là, avec Guy Lafleur, les joueurs des Alouettes, avec Patrice Brisebois, puis il y avait Finger Eleven qui était avec nous autres. Puis c'était super cool. Puis quand j'étais allé là-bas, c'était le fun parce que c'était mon bataillon quand j'étais dans l'armée qui était en service là-bas. Okay. Je connaissais plein de monde. Mais ça pour dire que quand je suis revenu, Patrice Brisebois, je parlais avec Patrice Brisebois, puis il me disait, tu sais, il dit, c'était bien beau avoir 40 millions dans ton compte de banque. Si t'es pas prêt, si t'es pas préparé à ta retraite, tu vas virer fou. Là. Tu vas faire une dépression, tu vas tomber alcoolique, tu vas dire. Fait que tu sais, ça m'était resté dans la tête. Puis depuis cette journée-là, je m'étais préparé à ma sortie. Ça fait pendant 10 ans, je me suis préparé. Là. Mais tu sais jamais, surtout dans mon sport, on n'a pas d'union qui protège les combattants, on n'a pas d'assurance-emploi. On est vraiment des travailleurs autonomes, on est des travailleurs contractuels. Fait que, tu sais, puis les assurances, c'est dur à aller chercher aussi des assurances privées quand tu fais ce sport-là. Puis une blessure peut faire ta carrière du jour au lendemain. Fait que, il faut que tu te prépares parce que ça peut arrêter assez vite. Mais ça, tu sais, premièrement, là, travailleur contractuel en UFC, comme tu dis, après ça, en UFC, en combat ultime, il arrive n'importe quoi, c'est une blessure, ça doit tellement être épeurant, Chris, de passer proche. Puis en plus, vous autres, je veux dire, quand tu combats, t'es tout le temps sujet à du danger. Regarde, à mon combat de championnat du monde, moi, mon genou est éclaté, puis je me l'ai fait reconstruire. Je me suis fait opérer 11 fois, moi, 8 fois dans les 2 genoux. Fait que j'ai passé par là souvent. Mais tu vois, quand je me suis blessé à mon combat de championnat du monde, j'ai été 1 an et demi à l'extérieur. Puis quand je suis revenu, là, ça a été difficile à revenir. Ouais. Mais il commençait à être temps que je revienne aussi. J'avais été quand même assez intelligent avec mon argent. Puis j'ai eu des bons sponsors qui m'ont tout le temps appuyé puis ne m'ont jamais lâché. Mais il commençait à être temps que je revienne, parce que c'est ça, 1 an et demi, pas de revenus. Fait que c'est ça, fait que faut que tu sois intelligent avec ce que tu fais. Tu peux faire des grosses passes d'argent assez rapidement. Mais au bout de la ligne, ça se brûle vite, ouais. Ben ouais, c'est ça. Puis là,
quand tu as tourné la page, tu t'es mis à faire autre chose, ça a-tu été tough quand même? Ou t'étais-tu prête à ça? Ou tu disais que j'aurais eu 5 ans encore? T'sais? Ah non, j'étais prête à ça parce que mon dernier combat, je savais que c'était mon dernier. Okay. Je ne l'avais pas dit à personne, même pas à ma femme. Ma femme ne savait même pas, mais moi, je le savais. C'était mon dernier. J'avais décidé ça 2 mois et demi d'avance. Oh shit, puis, okay. je voulais que ça soit mon dernier camp d'entraînement, la dernière fois que je fais une coupe de poids, la dernière fois que je marche vers l'octogone, la dernière fois que l'animateur crie mon nom. Je ne voulais pas partager ça avec personne. Je me suis dit ça, je me dois ça à moi. Tu sais, à 15 ans de sacrifice, je ne veux pas que personne partage ces moments-là avec moi. Je veux faire ça vraiment égoïste, puis que ça soit moi le seul qui sache que c'est la dernière fois. Puis c'est ça. Puis à la fin du combat, ben, j'ai mis mes gants dans l'octogone, puis j'ai annoncé que c'était mon dernier combat. C'était à Buffalo. J'ai une ovation debout. Ça a été écœurant. Puis c'est ça. Puis tout le monde était comme sur le cul parce que personne ne s'attendait à ça, mais moi, j'étais tanné. Je me suis toujours dit, quand j'allais me lever un matin puis que ça ne me tente pas d'aller au gym, ça veut dire que là, c'est fini. Ouais. Parce que tu ne peux pas te présenter dans un sport de même à 50-75 tu vas te faire démolir. Non, c'est dangereux à la limite de ne pas être à 100 Puis pendant ce camp d'entraînement-là, à un moment donné, je me suis levé, il me semble, je resterai à la maison. Je me suis dit, oh, OK, ça, c'est son cloche. Fait que j'ai tout le temps eu peur de faire le combat de trop aussi. Ouais, le combat que tu n'es pas supposé faire. Fait que, même si j'ai perdu mes 2 derniers combats, le monde aujourd'hui me parle de ma carrière et ne parle pas de mes 2 dernières défaites. Fait que, je me dis j'ai réussi ma sortie. T'sais. Mais comment tu sais ça? Tu sais, que, mettons, hey, c'est mon combat de trop. Tu sais, me semble, tu le sais jamais, tu es sur un high. Tu dis, Chris, je suis encore au top, je peux en prendre un autre. T'es mieux de te retirer en haut, j'imagine. Honnêtement, je pense que j'aurais pu faire encore 2-3 combats. Tu sais, je venais de signer un nouveau contrat de 4 combats, de toute façon. Mais j'ai écouté mon corps, puis je pense que quand le combat trop va venir avec quand tu n'as rien d'autre à faire. Ouais. Quand tu es préparé, puis tu t'es placé, puis tu dis, OK, quand je vais finir ça, je vais faire d'autres choses, c'est plus facile de faire la transition que rester accroché sur un sport qui est super dangereux. Ouais. Puis ton entourage aussi, je pense que si c'est des bons amis, ils vont te dire que c'est le temps d'arrêter aussi. Là, à un moment donné. OK. Mais quand tu disais, mettons, hey, ça faisait 2 mois que je le savais que c'était mon dernier combat. Crème, ce dernier 2 mois-là, ça devait être tough se dire, OK, focus, là, ça devait être tough à se préparer, là, me semble. Ah non, moi j'ai vu ça carrément autrement. J'avais bien du fun, pour vrai. C'est comme, j'avais du fun, je savais que c'était la dernière fois, puis tu sais, je pense que j'en mettais encore plus. Puis évidemment, j'aurais aimé ça gagner mon dernier combat, mais ça a été un super bon combat à mon image aussi. Ça a été un combat, ça a l'air niaiseux, là, mais j'ai saigné dans mon dernier combat, j'étais content. Parce que c'est comme, ça a été à mon image. J'étais un gars qui allait à la guerre, puis que ça a resté debout, on s'était échangé, on s'était branlé les deux. Il m'a coupé sur le dessus, j'ai fini la face en sang. Ça a comme fait, j'ai tout vécu dans ce combat-là que je voulais vivre le dernier coup. Puis ça a bien bouclé la boucle. Ah, wow, c'est incroyable. Y a-tu une fois de temps en temps où tu te dis, hey, j'avais été au golf, qu'est-ce que ça aurait été? Qu'est-ce que ma vie aurait été à la place? Probablement, j'aurais probablement moins mal aux genoux, sûrement. Peut-être plus mal au dos, par exemple, mais, ouais, c'est ça, mais honnêtement, je pense que ça aurait été beaucoup plus difficile de faire carrière au golf qu'en combat. C'est bon parce que je disais à mon père, il t'a bien suivi, puis c'est un fan de UFC aussi, puis je pense qu'il t'avait déjà croisé à un moment donné. Mon père, il est policier pour la ville de Beaubriand. Enfin, il était là avant. Puis, tu avais déjà combattu, je pense, à Beaubriand, où je me suis dans ce bout-là. Ouais, quand l'UFC m'avait sacré dehors, puis là, je faisais mon comeback pour revenir à l'UFC. Ouais, c'est ça. Fait que là, à un moment donné, je sais pas, il connaissait quelqu'un, puis là, il était allé dans la chambre te dire salut. En tout cas, il m'avait conté ça. Puis, c'est drôle parce que mon père, comme je te dis, il est policier, puis je me souviens qu'on avait une discussion ensemble où j'y avais dit, si j'avais voulu faire ça, être policier, comment tu aurais réagi? Puis il était comme, j'ai pas sûr j'aurais aimé ça tant que ça. Parce que quand tu vis le métier, on dirait que des fois, tu souhaites pas, mettons, les défaites aux autres. Puis moi, c'est la même chose étant humoriste. Si j'ai un enfant qui me dit, ben moi, je veux être artiste, mais être comme, ouais, attention, tu sais. Mais toi, t'as un petit gars là, dans 1 an, on s'entend, c'est pas tout de suite, mais si ce petit gars-là, ou même ta petite fille, là, si tu dis qu'elle est rough, là, si elle te dit hey, moi je veux faire ça, être combattante, ou comment tu réagirais? Serais-tu fier, toi? Ou? Bah, fier, je sais pas, tu sais, je pense qu'on essaie de l'aligner ailleurs, tu sais, là, on est en gymnastique, elle a fait du jiu-jitsu, tu sais, moi je trouve que le jiu-jitsu, c'est un bel art pour les enfants, apprendre à connaître leur corps et comment ils marchent.
elle fait de la danse, elle fait du ski, mais tu sais, elle fera bien ce qu'elle veut dans la vie. Ouais. Je vais être bien mal placé pour dire non, mais je vais être le mieux placé pour l'encadrer, par exemple, je pense. Fait que, tu sais, pour lui montrer les bonnes choses, pour lui dire la vérité, puis surtout aujourd'hui. Mais c'est sûr que, tu sais, si tu me demandes est-ce que je souhaite qu'il suive mes traces, la réponse, absolument pas, parce que c'est très difficile comme vie. Moi, j'ai été un privilégié qui a réussi à faire carrière là-dedans pendant longtemps, faire carrière pendant 15 ans dans ce sport-là. Il n'y en a pas beaucoup qui ont fait ça. J'ai été un privilégié qui a réussi à faire de l'argent avec ce sport-là, cette situation-là, qui est encore aujourd'hui, qui est quand même assez rare. Mais en même temps, j'ai utilisé ces 3 lettres-là UFC beaucoup à l'extérieur de l'octogone pour bâtir ce que j'ai aujourd'hui, qui sont extrêmement puissantes. Mais écoute, si elle veut faire ça ou si mon gars veut faire ça, on va jaser, puis je vais l'encadrer le mieux possible pour dire c'est quoi la vérité de ce sport-là, mais c'est sûr que c'est pas mon premier choix. Comme ma mère, c'était pas son premier choix quand j'ai dit ça. J'ai pas donné bien de chance. J'ai dit, je m'en vais dans l'armée, après ça, je vais me battre. Elle dit, qu'est-ce que tu veux me tuer? Fait que c'est ça. Je t'imagine juste toi avec ton gars avoir la discussion, puis regarder ton gars, puis dire connais-tu ça, le golf? Je pourrais te montrer une coupe de swing. Là, ah, mais c'est super intéressant. C'est quoi la suite pour Pat Côté? Tu as dit que tu as écrit un livre. Là, tu es à TSN. Là, tu fais tes commentateurs. C'est débile. As-tu des nouveaux projets qui s'en viennent pour toi qui sont complètement différents? Ben là, c'est le fun parce que toi aussi, tu vas le fun. Avec la pandémie, on peut en faire voir du monde, puis on peut faire moi, je fais beaucoup de conférences dans les écoles puis dans les entreprises. J'ai écrit un premier livre en 2016 qui s'appelait Tout est possible. C'est un livre sur la motivation et la résilience. Puis c'est là-dessus que je base ma conférence. Puis il y a beaucoup de conférences qui se sont bookées là, jusqu'à la fin de l'été. Donc, ça, c'est vraiment le fun. J'adore faire ça. J'en ai fait virtuellement. C'est à chier, on va te le dire. Là. C'est vraiment ordinaire. C'est vraiment ordinaire. Sinon, je suis commentateur RDS. Je suis la voix officielle de l'UFC depuis 2008, dans le fond. Là, pour l'UFC, il nous reste 2 ans au contrat avec RDS. Après ça, on ne sait pas ce qui va arriver, mais puis présentement, je suis dans le CBD aussi, qui est une compagnie qui va super bien là-dedans. Ah oui? Le CBD, l'huile de CBD? Oui, l'huile de CBD au niveau médical. Okay. Donc, ça va super bien là-dedans. Puis, là, on a des projets d'acting qui s'en viennent. Là, j'ai joué déjà dans 4 séries québécoises, des deuxièmes rôles parlés. Puis là, il y a des beaux projets qui s'en viennent d'ici la fin de l'été là, pour avoir des premiers rôles, des choses comme des beaux castings. Fait, il y a plein de choses qui s'en viennent. Puis, je lance une compagnie aussi qui va s'appeler Time Out dans à peu près 2 semaines. Okay. Une compagnie de poudre d'hydratation que tu mets dans de l'eau. Donc, ça va être quand même assez gros. J'ai bien hâte de partager ça avec tout le monde. C'est fou. Il y a beaucoup de projets, puis ça a toujours été comme ça. Puis ma femme, des fois, me regarde, elle dit, mais quand tu vas faire ça? Mais je sais pas, on m'a trouvé le temps. Mais sinon, je m'ennuie, puis je tourne en rond, puis j'ai pas baissé. C'est drôle parce que j'ai reçu une couple de sportifs sur le podcast, puis j'ai l'impression que vous êtes tous un peu fait semblables, les athlètes qui ont réussi et qui ont percé dans le sport. J'ai jasé avec Georges Larac, il y a une couple de podcasts, puis c'est la même affaire. On dirait qu'il n'y a jamais une fin à quelque chose. Il faut tout le temps. Vous faites plein d'affaires, vous êtes des entrepreneurs. Là. Toi, tu t'es mis au acting, c'est malade. Quand est-ce que tu t'es dit, hey, moi, acter, je serais down de faire ça? T'sais? Ben, j'avais déjà joué dans quelques séries avant, mais j'avais joué mon premier rôle, mon propre rôle, je veux dire. Fait que je suis pas mal bon à jouer moi-même. Fait que, on va se le dire. Mais tu sais, ça m'a tout le temps intéressé. Puis j'avais juste pas le temps de me former comme tel, puis d'aller dans des écoles, des choses comme ça. Puis quand j'ai pris ma retraite, après ça, j'ai fait d'autres choses, j'ai passé mes pions. Puis quand j'ai eu le temps, ben là, j'étais allé aux ateliers Fichot. J'ai fait ma première vraiment formation d'acting là-bas. Puis j'ai adoré ça. Après ça, j'ai travaillé avec Jean-Pierre Bergeron, j'ai travaillé avec Mélanie Pilon à 2 reprises que j'adore, qui pour moi, ça a été un de mes meilleurs profs jusqu'à maintenant. Puis là, prochainement, dans 2 semaines, je vais
Je vais faire un 4 jours avec Benoît Finlay aussi, juste pour monter mon jeu d'acting. Nice. Puis mon équipe de gérance, mon gérant Steve Godbout, qui est dans l'équipe de PPS Canada, qui est le même gérant que P.A. Méthode puis Sylvain Marcel. OK. Fait que, tu sais, lui, il me place partout, surtout pour les conférences, mais aussi maintenant, là, il y a un côté acting, un côté casting qui est dans l'agence aussi. Fait que c'est beaucoup plus facile pour moi d'avoir tous les castings puis de faire des auditions pour ça aussi. Fait que, regarde, on attend. Puis, tu sais, c'est pas facile, là, le métier d'acting, le métier de comédien, c'est très sous-estimé, je pense. Ouais. C'est très, très difficile. Moi, je pensais que j'allais pogner ça de même. Ça faisait 15 ans que j'étais en avant de la caméra pour commenter des combats. Puis j'étais arrivé à mon premier cours. Je me disais, tabarnak, je suis poche, man. Honnêtement, c'est vrai. Puis, il faut que tu joues des émotions. C'est un autre game. Là. Exact. Puis, tu sais, il faut que tu laisses le texte faire sa job aussi. Puis, c'est vraiment, tu sais, au début, là, c'est pas de placer. Puis là, t'essayes, là, tu reviens avec la face, tu sais, t'es de même, puis tu vois, c'est ça. Mais, regarde, la première cohorte que j'ai eue avec les ateliers show, ça a duré 8 semaines. Je te dirais que j'ai compris comment jouer à la 7e. J'ai compris un peu. OK, c'est le même. Puis là, après ça, c'est juste de te pratiquer. Puis là, quand tu vas voir d'autres profs, ben là, ils t'enseignent différentes techniques. Oui, puis souvent, tu deviens meilleur en le faisant. Là, à force de le faire, à un moment donné, tu oublies un peu. Ça revient un peu au combat, de ce que tu me parlais tantôt de. En le faisant, à un moment donné, ça devient intuitif. C'est la même chose, le jeu. J'ai l'impression que à un moment donné, ça devient un peu un automatisme. Tu le fais, puis là, tu penses même plus à la caméra. Mais effectivement, au début, là, moi, j'ai pas beaucoup joué, là, mais il y a une caméra dans ta face, puis c'est quand même soit triste, puis t'es comme, mais ça c'est une estime de Kodak, là. Ouais, t'as raison. Puis, tu sais, moi, j'ai la chance d'avoir des amis qui sont dans le métier aussi, comme Patrice Godin puis Sylvain Marcel. Puis, des fois, je les texte, puis je leur demande des conseils, puis comment apprendre des textes, c'est quoi leur technique. Puis, ils sont super généreux avec leurs conseils. Fait que, je suis content d'avoir tout ce monde-là autour de moi. Puis, écoute, on attend juste d'avoir notre premier gros break pour prouver au monde qu'on est capable de jouer aussi. Let's go! Je suis content. Merci énormément, Pat, d'être venu sur mon podcast. Hein. Ça a été vraiment le fun de t'avoir, pour vrai. C'est super fun. Écoute, on va se laisser. Je vais fermer le podcast, mais tout le monde va être encore ensemble. Fait que va-t'en pas. Right. Mais merci énormément d'avoir été là. Je te souhaite que le meilleur à suivre. J'ai hâte de te voir dans une série ou un film québécois. Ça va être cool de te voir. Jouer autre chose que toi-même. Tu sais, jouer un rocker, quelque chose de fucked up. Autre chose qu'un policier, mettons. J'ai joué pas mal de policiers. Là. Autre chose qu'un policier, ça, c'est pas fait. Un peintre, mettons. Tu sais, un gars qui dessine. Un artiste. Fait que je suis super content d'avoir eu sur le podcast. Ça a été tellement généreux. Puis on se revoit éventuellement, mon père. Fait que salut à toi, madame. Merci beaucoup. Ciao. Bon, done deal, mesdames et messieurs. Ce podcast est fait. Moi, ces gens-là là, me font capoter, man. Ces athlètes-là me font complètement vibrer. En général, les gens qui font des trucs que je serais jamais capable de faire dans la vie, là, je trouve ça tellement impressionnant. T'sais, il me parlait de ça, de lui qui est dans un aréna, qui se prépare à combattre des gens qui... Moi, je suis stressé avant d'embarquer sur scène. Là. Je suis stressé avant de faire un show. Là. Puis des fois, il y a des shows vraiment plus importants où il y a beaucoup de gens importants qui regardent dans des endroits vraiment plus grands, dans des circonstances de game-changing, de comme si je suis bon, ma carrière va mieux aller. Et lui, c'est exactement ça. Mais rajoute l'aspect là-dedans que tu peux faire calisser des coups de coude sur la gueule. Calice! M'a dit de quoi? Faut que tu sois dans une asti de zone dans la vie là, pour être capable de passer à travers ça. Tu sais, des fois, tu écoutes des podcasts, puis il y a un podcast avec dans le podcast de Jay du Temple avec Georges Saint-Pierre. Super intéressant, vous aurez écouté ça. Là. J'aimerais calissement recevoir Georges Saint-Pierre aussi, là, d'ailleurs, dans le jaser avec lui. Mais tu sais, les gens qui disent qu'ils n'aiment pas se battre, là, ça m'a toujours fait un peu capoter. Mais j'imagine qu'à un moment donné, c'est parce que tu aimes vraiment la technique et le combat. Là, mais moi, quelqu'un qui me dit j'aime pas me battre puis qui s'en va se battre, je trouve ça complètement débile. J'ai même pas le temps de poser la question à Pat en plus. Mais ça avait l'air d'un gars qui aimait plus le sport que la bataille en général. T'sais, moi, ça me fait tout le temps rire de. Ah non, moi, je me suis tout le temps fait péter à gueule à l'école
t'es comme moi, Chris, si je m'étais fait péter à gueule à l'école, je peux te dire que je serais comptable, asti, je serais pas. Ben, je serais pas comptable parce que je sais pas tant calculer vite. Là. Tu comprends ce que je veux dire? Mais ça me fait tout le temps capoter. Fait que c'était super intéressant comme podcast. J'ai adoré ça. Merci encore, mesdames et messieurs, d'avoir été là. Merci de suivre le podcast. Restez là, car il y en a plein d'autres qui s'en viennent, des super intéressants. Il a fallu que je prenne un petit break, là, mais un moment donné, j'ai pris une petite pause là, parce que, bon, je suis en train de suivre une formation pour être facteur. Et j'ai laissé ça tomber complètement. Je l'ai fait au complet, mais c'est pas pour moi. La gang, les choses, y reviennent. Il y a des belles choses qui s'en viennent. Donc, fuck off. J'ai fait ça pour le fun. Ça m'a amené de l'expérience. J'ai un numéro là-dessus qui s'écrit là, tranquillement dans ma tête. Mais c'est pour ça que j'ai pris comme une semaine off là, parce que j'avais juste pas le temps. J'étais en train de livrer votre courrier de Revenu Québec. Est-ce que c'est puissant? Je marchais, là. J'étais en train de marcher avec mon dossard, mes lettres dans la rue, là, puis je croisais des abribus avec des humoristes collés sur les abribus, des humoristes qui font des shows télé, whatever, ils promouvoient des shows télé. Puis j'étais comme, moi, je suis ici à livrer du courrier. Qu'est-ce que je fais là? J'avais pas le choix, la gang. Il fallait que je me vire de bord. Puis que je fasse un peu d'argent quand même. J'avais pas le choix. C'était ça où je restais chez nous. Je préférais sortir puis faire quelque chose puis aller apprendre. Mais Chris, je me suis rendu compte que, ouais, non, je vais laisser ça aux gens qui sont plus cartésiens. Je te dirais que ça se peut que la semaine de formation où j'étais là, ça se peut qu'il y ait une couple de lettres qui était vraiment pas aux bonnes personnes parce que, à un moment donné, les chiffres, je les vois un peu inversés. C'est fucké. C'est vraiment bizarre. Mais bref, merci d'avoir été là, tout le monde, et on repart en force. Donc, si jamais ça te tente d'encourager le podcast un peu plus, allez sur mon Patreon. Investis dans mon Patreon. Mon Patreon, c'est comme la crypto. Tu investis en ce moment, ça coûte pas cher, mais il y a un moment donné où ça va prendre calissement de valeur. Tu vas être content à Chris de dire que tu y as pensé avant tout le monde. Fait que se prend pas pour de la calice de merde, hein? Ben ouais. Fait que va sur mon Patreon. Si tu veux encourager le podcast encore plus, mais sinon, juste en l'écoutant, t'es vraiment, vraiment, vraiment gentil de faire ça. J'ai vu qu'il y avait des gens qui m'ont envoyé, il y a plusieurs personnes même au podcast, à Sam Cyr, qui m'ont envoyé, qui écoutaient mon podcast à la télé. Puis c'est Sam le faisait aussi. Là. Sam m'a dit qu'il écoutait mon podcast à la télé. Et puis ça me fait rire, les gens qui font ça. Merci de le faire. C'est comme un show et bien évidemment, c'est comme un show. Donc, Crème, merci beaucoup de faire ça, de sortir une petite bouteille de vin et d'écouter le podcast en le regardant. Je le répète encore, il n'est jamais trop tard pour faire l'amour en le regardant. J'attends encore cette personne-là qui va me dire « Oui, moi et ma blonde, souvent missionnaire et ton podcast. » Ça me ferait calissement barailler de rire. Mais non, Chris, faites jamais ça de votre vie. C'est sûr que ça cause une érection et un orgasme, là, sans trop embarquer dans tout ce qui est sexuel. Là. Mais bon, bref, merci à ces gens-là. Pas capable d'être sérieux en 2 secondes. Merci à ces gens-là d'écouter le podcast et de m'encourager avec vos views et vos petits envois Instagram et vos photos. C'est grâce à vous si je fais ça que je suis autant heureux. Donc, merci énormément et on se revoit éventuellement dans un autre épisode de Tissé Serré, tout le monde. Ciao, ciao!